Vous écoutez Action territoriale, un podcast de Minutio. Saison 1, les nouveaux équilibres des pouvoirs locaux. Épisode 1. L'État a-t-il la bonne taille pour gouverner un pays qui produit 365 sortes de fromages? Un épisode en téléchargement depuis notre plateforme drive.minutio.fr. Dans cet épisode, nous plongeons dans l'évolution de l'État français à travers ses différentes réformes et la mise en œuvre de la déconcentration. Nous dresserons un panorama historique et analytique de ces transformations, de Napoléon Bonaparte à l'essor du niveau régional. Depuis 20 ans environ, le mouvement de déconcentration de l'État français connaît un renouveau. Avant de plonger dans les dernières réorganisations, que signifie ce terme de déconcentration ? Il s'agit de l'implantation, dans les circonscriptions locales, d'autorités administratives représentant l'État, à ne pas confondre bien sûr avec la décentralisation que nous évoquerons dans l'épisode suivant. Contrairement à ce que l'on pourrait penser à première vue, la question du fonctionnement des services de l'État et de son évolution est régulièrement mobilisée lors des sujets de concours ou d'examens professionnels de la fonction publique territoriale. Récemment, on peut citer le sujet sur les acteurs de la communauté éducative au concours externe d'attaché territorial en 2022, spécialité animation, ou celui sur la délivrance des cartes d'identité et des passeports au concours 2023 de rédacteurs-rédactrices internes et troisième voie dans le domaine du droit civil. L'épisode du jour est structuré en deux parties. Nous abordons d'abord les tendances historiques de la déconcentration et le rôle pivot du préfet ou de la préfète, puis nous synthétisons les points essentiels à connaître, notamment en vue d'un concours ou d'un examen de la fonction publique. Première partie, quelle est l'histoire de la déconcentration ? Rappelons d'abord que la France est un État unitaire. Son indivisibilité, héritée de l'Ancien Régime, a été consacrée dans toutes les constitutions. Son histoire a été marquée par la centralisation, vue comme une garantie de puissance et de stabilité dans un pays aux multiples identités culturelles. D'où cette citation attribuée à De Gaulle : « Un pays qui produit 365 sortes de fromages est ingouvernable ». Ainsi, les collectivités territoriales ne peuvent être conçues en dehors de l'État qui prévoit et organise leur existence. Cependant, la centralisation soulève immédiatement deux problèmes. D'abord, l'éloignement entre le pouvoir central et les réalités locales, problème qui se renforce à mesure que l'attente démocratique progresse, et ensuite l'engorgement des administrations centrales devant décider de tout. Quelques exemples de puissants centralisateurs: Philippe le Bel, qui était roi de 1285 à 1314, Louis XI, de 1441 à 1483, Richelieu, le ministre de Louis XIII, de 1624 à 1642, Mazarin, ministre de Louis XIV, de 1643 à 1661, Colbert, autre ministre de Louis XIV, de 1665 à 1683, Louis XIV bien sûr, de 1643 à 1715, qui rassemble la cour à Versailles en 1682, ou encore les Jacobins sous la Révolution. Faisons maintenant l'histoire de la déconcentration en 4 ambiances. Première ambiance, l'instauration des préfets et préfètes, ambiance autoritaire. Il est d'usage de faire débuter la déconcentration avec l'institution du corps préfectoral par Napoléon Bonaparte, premier consul en 1800. La loi Pluviose en 8 place le réseau administratif départemental sous l'autorité d'un haut ou d'une haute fonctionnaire d'État, le préfet, la préfète, dont le rôle découle de la tradition administrative française centralisatrice. Elle joue un rôle crucial dans le maintien de l'ordre, particulièrement après les perturbations de la période révolutionnaire, et représente l'exécutif du département. Pour Odilon Barrot, homme politique du XIXe siècle, c'est le même marteau qui frappe, mais on en a raccourci le manche. Car, je cite toujours, on peut gouverner de loin, mais on n'administre bien que de près. Près de 200 ans plus tard, l'article 89 de la Constitution du 27 octobre 1946 consacre la déconcentration en affirmant que des lois détermineront également les modalités de fonctionnement des services locaux des administrations centrales
dans le but de rapprocher l'administration des administrés. La création du préfet de région par le décret du 14 mars 1964 renforce cette présence étatique locale, faisant office de relais pour un État omniprésent dont l'action devient plus efficace, tout en maintenant une cohérence grâce à la soumission des préfets et préfètes au pouvoir hiérarchique du Premier ministre. Des préfets et préfètes avec des missions spécifiques existent également, tels que les préfets de zone de défense et de sécurité, le préfet de police à Paris, les préfets délégués pour l'égalité des chances, etc. Cette tendance reste d'actualité. On pense par exemple à la loi différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification, dite 3DS, du 21 février 2022, qui a fait du préfet ou de la préfète le délégué territorial de l'ADEME afin d'accroître son rôle de coordination territoriale sur les opérateurs de l'État. Deuxième ambiance, l'application du principe de subsidiarité, ambiance rationalisation. Un premier soubresaut intervient avec la loi d'orientation du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, dite ATR, qui instaure la première charte de la déconcentration. Cette charte, instaurée par un décret d'application de la loi ATR, marque une révolution discrète en établissant la répartition des responsabilités entre les administrations centrales et les services déconcentrés sur le principe de la subsidiarité. Selon ce principe, seules les missions présentant un caractère national ou ne pouvant être déléguées à un niveau territorial inférieur en vertu de la loi restent menées par les administrations centrales. Les autres missions sont confiées au niveau régional pour le développement économique et social, l'aménagement du territoire, départemental, l'unité administrative de base, ou encore au niveau de l'arrondissement pour les questions locales. Cette territorialisation de l'État témoigne d'une première volonté de se rapprocher des citoyens. Troisième ambiance, la croissance de l'esprit managérial. Trois éléments expliquent la transformation de l'État territorial au début des années 2000. D'abord, la loi organique relative aux lois des finances, communément appelée LOLF, du 1er août 2001, a instauré un changement fondamental passant d'une culture axée sur les moyens à une culture orientée vers des objectifs clairement définis, accompagnés d'indicateurs de performance. Ensuite, l'acte 2 de la décentralisation, dont nous parlerons de manière plus approfondie dans le prochain épisode, initié avec la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 et la loi du 13 août 2004, a entraîné des transferts de compétences et de personnel de l'État vers les collectivités territoriales. Ces transferts incluent une grande partie de la voirie nationale ainsi que des techniciens et techniciennes et ouvriers et ouvrières de service. Parallèlement, le décret du 29 avril 2004 illustre la montée en puissance du niveau régional qui ne sera par la suite jamais démenti. Dans la lignée de l'acte 2 de la décentralisation, ce décret de 2004 réforme le cadre de l'action de l'administration territoriale afin de la rendre plus cohérente. Le rôle du préfet ou de la préfète de région est renforcé. IEL coordonne et anime l'action des préfets et préfètes de département et garantit la cohérence et la qualité de l'action territoriale à l'échelle régionale. Le département demeure le niveau principal de l'action étatique déconcentrée. Enfin, la révision générale des politiques publiques, ou RGPP, lancée en 2007 dans le but de réduire les dépenses de l'État, a conduit à une diminution des effectifs, notamment à travers la réforme des cartes judiciaires et militaires, ainsi que le non-remplacement d'un agent sur 2 partant à la retraite. La transformation des services locaux de l'État s'articule depuis cette période autour de 2 axes principaux. Le préfet ou la préfète de région devient le nouveau pivot de l'État territorial, exerçant une autorité sur le préfet ou la préfète de département et bénéficiant de pouvoirs d'instruction dans la conduite des politiques publiques. IEL préside notamment le comité de l'administration régionale, structure qui existe toujours. 8 structures régionales fonctionnelles rassemblent le pilotage des politiques publiques en lieu et place des multiples services existants, avec pour objectif une économie des deniers publics. On peut citer par exemple les directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Direct, qui regroupe les services déconcentrés de 8 anciennes directions. Ce mouvement se poursuit, puisque les directs ont été fusionnés en 2021 avec les services de la cohésion sociale pour former les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, DRETS. 2 ou 3 directions départementales interministérielles constituent l'échelon de proximité.
Ces services départementaux de l'État sont désormais davantage intégrés aux nouveaux enjeux de l'action publique, tels que le développement durable et les nouveaux problèmes sociaux. Par exemple, la Direction départementale des territoires, DDT, se concentre sur les actions de l'État ayant un impact territorial, notamment dans les domaines de l'équipement, de l'agriculture et du développement durable. Ces directions sont dotées depuis le début 2020 de secrétariats généraux communs qui assurent les fonctions support, notamment la gestion des ressources humaines. Toutefois, ces réformes suscitent des critiques concernant leur opacité et les difficultés rencontrées sur le terrain. La transformation se poursuit néanmoins sous le nom de modernisation de l'action publique, MAP, à compter de l'élection de François Hollande à la présidence de la République en 2012. Elle tend à porter plus d'attention aux agents et à éviter les changements contraints d'affectation. Quatrième ambiance, retour des initiatives locales et ambiance numérique. On l'aura compris, la stabilité de l'organisation territoriale de l'État, qui était auparavant privilégiée au titre de la lisibilité et de la technicité des services déconcentrés, n'est plus à l'ordre du jour. La réforme de l'administration territoriale de l'État est menée de concert avec la réforme de la carte territoriale dans le but d'assurer la cohérence et la lisibilité de l'action à tous les niveaux. Aussi, au niveau régional, l'État a logiquement aligné son organisation sur celle des grandes régions, définie par la loi du 16 janvier 2015. Au niveau départemental, l'État a renforcé ses responsabilités régaliennes et opérationnelles et piloté le redécoupage intercommunal initié par la loi portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, du 7 août 2015. Par ailleurs, le plan préfecture nouvelle génération mis en œuvre sur la période 2016-2020 a conduit à la dématérialisation, par des téléprocédures ou le recours à des tiers de confiance, de l'instruction des titres réglementaires, comme le permis de conduire, les certificats d'immatriculation ou carte grise, les cartes nationales d'identité et les passeports. Cette réforme, qui semblait purement technique, a permis la suppression de 1300 emplois et le redéploiement de 700 postes vers les 4 missions prioritaires des préfectures, à savoir sécurité et ordre public, coordination des politiques publiques, contrôle de la légalité et lutte contre la fraude documentaire. La nouvelle charte de la déconcentration de 2015 amplifie le mouvement initié en 1992. Cette charte réaffirme que l'organisation de la France est déconcentrée, avec une gouvernance depuis Paris mais une administration territoriale agissant en proximité avec les Français. Elle comprend 3 axes. La reconnaissance des initiatives locales menées par les services de l'État et l'ouverture à des organisations différenciées selon les territoires. Le préfet ou la préfète peut ainsi déroger largement aux normes réglementaires nationales. Cependant, ces dérogations sont strictement encadrées pour garantir l'égalité et doivent être justifiées par un motif d'intérêt général, être simplificatrices, conformes aux engagements européens de la France et ne pas compromettre de manière disproportionnée les objectifs auxquels elles dérogent. On peine à trouver des exemples. Deuxième axe, la création d'une instance de dialogue et de concertation entre administration centrale et services déconcentrés, la Conférence nationale de l'administration territoriale de l'État, la CNAT. Et troisième axe, l'ambition de gagner en opérationnalité avec la mise en place d'objectifs pluriannuels hiérarchisés et coordonnés par les administrations centrales, la limitation du nombre de circulaires et la déconcentration de pouvoirs décisionnels en matière de ressources humaines. Cette liberté a été encore encouragée par le plan Action publique 2022 qui permet aux préfets et préfètes de redéployer jusqu'à 3% des effectifs sur le périmètre de leur administration territoriale, bien qu'un rapport de la Cour des comptes souligne début 2024 que la mesure est finalement peu appliquée. Enfin, le grand débat national de 2019, lancé à la suite du mouvement de révolte des Gilets jaunes, a confirmé l'intérêt du public pour les guichets de proximité et les sous-préfectures. Aussi, début 2023, 6 sous-préfectures, 5 en métropole et 1 en Guyane, ont été réouvertes, accompagnées d'une importante communication gouvernementale. Le réseau France Service, anciennement Maison de service public, est conforté, notamment par la loi 3DS de 2022 que nous avons déjà mentionnée. La charte d'engagement garantit la présence d'au moins 9 partenaires nationaux. La Poste, Pôle emploi, la CAF, la MSA, les conciliateurs du ministère de la Justice, etc. Le bouquet de services est ainsi étendu. Nous en avons fini avec cette première partie. Passons à la suite. L'essentiel à retenir. D'abord,
L'organisation des services de l'État obéit à 2 règles. Le principe de subsidiarité, qui consiste à attribuer à l'échelon supérieur, central, ce que l'échelon inférieur, déconcentré, ne pourrait effectuer que de manière moins efficace. L'administration centrale a ainsi aujourd'hui 2 principales missions, diriger et évaluer. Seconde règle, la subordination hiérarchique qui veut que les services préfectoraux soient placés sous le contrôle de supérieurs, tant en ce qui concerne leurs décisions, l'échelon supérieur dispose du droit de réformer ou d'annuler les décisions prises, que leurs actions, l'échelon inférieur doit obéissance hiérarchique. Ensuite, le préfet ou la préfète, qui bénéficie d'un statut rénové par le décret du 6 avril 2022, reste le pivot de l'action déconcentrée. Yel a la charge des intérêts gouvernementaux, assure le contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales et des établissements publics, et veille au maintien de l'ordre public et de la sécurité des populations. Yel coordonne et supervise les services déconcentrés et représente l'État au niveau local. Cependant, un rapport de la Cour des comptes de novembre 2023 souligne la multiplication des agences dotées le plus souvent du statut d'établissement public à caractère industriel et commercial, l'ANRU, l'ADEME ou administratif, les agences régionales de santé, l'ANA, les agences de l'eau, qui échappent en partie à l'autorité préfectorale. Par ailleurs, le préfet ou la préfète n'ont pas autorité sur les services locaux de l'armée, de l'éducation nationale, ni sur les services fiscaux. Enfin, l'État est représenté à l'échelon communal par le ou la maire. Si elle dirige l'administration territoriale, le ou la maire assure également des fonctions étatiques. Ainsi, officier d'état civil, elle ou il célèbre les mariages, enregistre les naissances, les décès, les PACS, les changements de prénom depuis la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et les changements de nom depuis la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation. Officier de police judiciaire, elle ou il peut en théorie participer à la constatation des infractions en recherchant les auteurs, bien que cette mission soit rarement mise en œuvre pour des raisons pratiques évidentes. Sous l'autorité du préfet ou de la préfète, elle ou il représente l'État lors des cérémonies patriotiques, organise les élections politiques et professionnelles, les référendums, assure le recensement de la population, délivre divers certificats et authentifie les signatures. Certains maires délivrent les cartes nationales d'identité et les passeports. 2700 communes environ sont actuellement équipées. Nous terminons donc cet épisode par les maires, représentants, représentantes de l'État, que nous retrouverons dans l'épisode suivant en leur qualité d'exécutif à la tête d'une collectivité territoriale. Retrouvez sur notre plateforme des ressources pour approfondir ce thème, des exemples de sujets et tester vos connaissances grâce à nos quiz. Dans le prochain épisode, nous explorerons les tourments de la décentralisation. Réalisation Minutio, février 2024.